À 28 ans, Ezawa Seiji, un professeur de lycée célibataire, se retrouve face à un groupe d'ennemis. Il analyse rapidement la situation, 3 devant et 1 derrière, avec un grand leader à l'arrière. Il sait que briser la chaîne de commandement est la clé pour affaiblir ce groupe. Le mystérieux groupe explique que les élus des 30 rayons divins possèdent des capacités spéciales appelées « skills », tandis que 2 étudiants s'émerveillent de ce monde qui semble tout droit sorti d'un light novel. Ezawa, lui, reste perplexe et inquiet. Il prend alors la parole, prêt à assumer son rôle d'adulte et à poser une question cruciale: s'ils parviennent à vaincre ces 7 seigneurs démons, pourront-ils retourner dans leur monde d'origine? La mystérieuse femme révèle que leur magie d'invocation actuelle ne permet pas de renvoyer les convoqués dans leur monde d'origine. Ezawa, conscient de l'inquiétude grandissante des étudiants, se ressaisit pour garder le contrôle de la situation. Malgré son étonnement face à ce qu'il vit, il prend la parole pour alerter tout le groupe. Ils sont pris dans quelque chose de bien plus grave qu'ils ne l'imaginaient. Le protagoniste admet qu'ils ne peuvent pas encore retourner dans leur monde d'origine, mais il garde espoir en évoquant la possibilité qu'une autre magie d'invocation ou une compétence exceptionnelle parmi eux puisse les aider. Malgré ses craintes pour la sécurité de ses élèves, il les encourage à unir leurs forces et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Une nouvelle étape commence alors, marquée par la volonté collective de surmonter les obstacles à venir. Ezawa découvre que sa compétence est « réparation niveau 1 », capable de réparer des objets cassés, ce qui laisse le groupe perplexe quant à son utilité. Une mystérieuse femme lui explique qu'il ne fait pas partie des 30 élus, suggérant qu'il a été invoqué par erreur. Le protagoniste essaie de comprendre cette situation inattendue, visiblement déconcerté. Les compétences des élèves sont enfin révélées, suscitant admiration et enthousiasme autour d'eux. Nakatsugawa Shuse affiche fièrement ses pouvoirs de magie de lumière et son épée divine, tandis que Shinohara Akane, plus réservé, découvre son talent en magie du tonnerre. Le groupe s'émerveille devant la diversité et la puissance des dons de chacun, renforçant leur motivation collective. Le protagoniste se sent investi d'une mission sacrée, protéger les 30 élus, appelez-les 30 Halo, déterminés. Il serre le poing, prêt à assumer pleinement ce rôle crucial. Un nouveau personnage fait son entrée, le commandant chevalier Ashcroft, venu du royaume d'Ostérode. Il annonce qu'il prendra en charge les cours sur les compétences pour tous les présents, suscitant un mélange d'excitation et d'attente parmi le groupe. Le commandant Ashcroft explique que les compétences s'activent par la force de volonté. Il annonce que la première étape sera d'apprendre à exploiter pleinement leurs capacités, puis de s'exercer aux techniques de combat adaptées à leurs armes uniques. Pour illustrer son propos, il fait apparaître une arme étrange, suscitant la curiosité du groupe. Les 2 élèves parviennent à invoquer leurs armes dès la première tentative, provoquant surprise et admiration autour d'eux. Le commandant Ashcroft ne cache pas son étonnement face à cette réussite exceptionnelle, signe du potentiel des 30 Halo. Un sentiment de fierté et d'encouragement se lit sur les visages du protagoniste et de son ami. Quelques heures plus tard, l'ambiance est détendue et joyeuse, chacun brandissant fièrement son arme manifestée. Le commandant exprime sa surprise face à la rapidité avec laquelle tous ont réussi à invoquer leurs armes, même s'il nuance en précisant que ce n'est pas le cas de tout le monde. Notre héros commence à douter, se demandant s'il est le seul à ne pas posséder d'arme unique, réalisant la différence entre les élus et les autres. Chaque jour est rythmé par un entraînement intensif et des cours théoriques, mêlant pratique martiale et magie. Les élèves assistent à des leçons dans une grande salle, encadrée par une enseignante en tenue de sorcière. Au loin, le château domine le paysage, symbole de leur lieu d'apprentissage. L'entraînement est intense et le sensei, bien que visiblement fatigué, refuse de s'arrêter. Un élève l'encourage à prendre une pause, mais il répond avec un sourire confiant, prêt à continuer comme à son habitude. Notre héros saisit alors son épée avec détermination, prêt à relever le défi. L'entraînement bat son plein, chacun donnant le meilleur de lui-même pour briser les cibles en bois. Notre héros observe avec admiration la progression impressionnante de Nakatsugawa, qui manie son arme avec une aisance remarquable. La détermination et la montée en puissance des autres élèves ne font que renforcer sa volonté de s'améliorer. Un élève interpelle Ezawa Sensei, lui demandant de réparer l'épée d'entraînement qu'ils ont cassée. Connaissant son talent pour la réparation, malgré une certaine hésitation, le protagoniste accepte finalement de s'en charger avec détermination. Malgré ses efforts acharnés, notre héros se sent frustré de ne pas réussir à utiliser ses compétences comme les autres, tandis que ses camarades l'encouragent avec bienveillance. Il doute de lui-même et de ses progrès. Pendant ce temps, certains élèves proposent à Ezawa Sensei de les accompagner en ville, mais ce dernier, fatigué, préfère rentrer se reposer. Le protagoniste se sent de plus en plus éloigné de ses élèves,
Conscient que l'écart de compétences ne cesse de grandir, il surprend des chevaliers critiquer Ezawa Sensei, le jugeant faible et inutile. Seul, il cherche un peu de réconfort dans l'alcool, exprimant sa solitude et son découragement. Mikazuki Shion apparaît, tenant dans ses bras deux chats qu'elle présente comme ses compagnons, fruits de son talent unique. Elle les nomme Torajiro et Shirozuke, suscitant l'admiration du protagoniste devant ces petites créatures adorables. Avec douceur, elle l'encourage à ne pas perdre courage. Mikazuki Shion rassure le sensei en lui affirmant que tout le monde l'aime, y compris elle, qui apprécie sa douceur. Touché, le protagoniste réalise à quel point il a dû paraître abattu. Un léger sourire apparaît alors qu'il remercie chaleureusement Shion. Le protagoniste, le visage illuminé d'un sourire sincère, affirme qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour ses élèves, peu importe la force ou les compétences. Il souhaite avant tout que chacun puisse rentrer chez soi sain et sauf. Pendant ce temps, un chevalier exprime son admiration face à la progression rapide des élèves et propose de les faire s'entraîner au combat contre des monstres. Un chevalier annonce la formation de 6 équipes de 5 élèves, soigneusement composées selon leurs compétences. Le protagoniste, un peu inquiet, demande ce qu'il en est pour lui. Conscient de ses limites face aux monstres, le chevalier lui rappelle que, dans son état actuel, il serait difficile pour lui de combattre efficacement. Le protagoniste serre le poing avec détermination et supplie le chevalier de le laisser accompagner les élèves. Il refuse de rester passif alors que ses élèves risquent leur vie, affirmant qu'en tant que professeur, il se doit d'être à leur côté. Son intense volonté surprend ceux qui l'entourent. Les élèves interviennent avec enthousiasme, affirmant qu'ils se sentiront plus en sécurité avec leur professeur à leur côté. Ils insistent pour qu'il les accompagne, soulignant que le sensei est celui de tous. Touché, le chevalier reconnaît à quel point il est apprécié par ses élèves. Le groupe découvre que ces ruines anciennes abritent 3 étages souterrains, chacun peuplé de monstres. Tous ces monstres sont de rang inférieur, ce qui en fait un terrain idéal pour un entraînement pratique, mais la vigilance reste de mise. Les élèves se répartissent en 4 équipes, prêts à affronter ce défi ensemble. Une présence mystérieuse est détectée, poussant les élèves à se préparer immédiatement au combat. Leur réaction rapide montre leur détermination et leur cohésion face au danger imminent. Le protagoniste remarque que ces ruines anciennes sont étonnamment peu endommagées. En touchant un mur lisse, il ressent une étrange sensation de puissance émanant de sa main, ce qui le trouble profondément. Il s'interroge sur ce phénomène mystérieux qui semble venir de l'intérieur de lui-même. Le protagoniste découvre un étrange symbole en forme d'étoile incrusté dans un mur, qui semble l'attirer irrésistiblement. Intrigué et un peu troublé, il ressent une force mystérieuse qui l'incite à s'en emparer. Pendant ce temps, ses compagnons l'appellent, prêts à continuer l'exploration. Le groupe atteint enfin le niveau le plus bas, prêt à achever leur mission. Pourtant, une inquiétude grandit, aucune autre équipe n'est encore revenue, ce qui trouble profondément le protagoniste. Leur malaise se confirme lorsqu'ils réalisent que leur situation pourrait être bien plus dangereuse qu'ils ne le pensaient. Une créature monstrueuse, un minotaure massif, surgit soudainement, semant la panique parmi les explorateurs. Le groupe réalise avec horreur qu'ils font face à une menace bien plus redoutable que prévu. La tension monte alors qu'ils se préparent à affronter ce danger inattendu. Le minotaure frappe violemment le sol, projetant un énorme éclat de pierre. Akane s'élance malgré les cris d'alerte, tandis que ses compagnons tentent de la retenir. Inquiet pour sa sécurité, un membre plus expérimenté intervient, affirmant qu'ils vont gérer la situation, car le combat dépasse les capacités du groupe. Un membre plus expérimenté prend les commandes et ordonne aux chevaliers de gérer le combat pendant que les autres évacuent les blessés. Le soulagement est palpable en constatant qu'aucune blessure grave n'est à déplorer. La tension reste toutefois vive, car le danger est toujours imminent. Le combat tourne mal et le chef ordonne une retraite immédiate pour éviter davantage de pertes. Le groupe se prépare à sceller la porte avec de la magie afin de contenir la menace. Tous doivent évacuer rapidement, suivant les consignes des chevaliers. Un chat blanc s'élance soudainement vers la porte, attirant l'attention de tous. Akane, paniqué, se précipite à sa poursuite en criant son nom, tandis qu'un homme l'appelle à son tour, inquiet pour elle. Le jeune homme tente désespérément de retenir Akane, qui s'élance vers la porte en pleurs, tandis qu'elle appelle le chat. Malgré son inquiétude, il sait qu'il doit la protéger coûte que coûte. Le jeune homme, malgré la tension et la peur, adresse un dernier regard empreint de tristesse et de détermination à ceux qui l'entourent. Il murmure des excuses, conscient du sacrifice à venir. Pendant ce temps, la porte se scelle lentement sous l'effet d'une puissante magie, tandis que les voix paniquées appellent désespérément « Ezawa Sensei ». Face à un monstre imposant brandissant sa hache, le protagoniste,
épuisé mais résolu, semble accepter son destin, un sourire triste éclaire son visage tandis qu'il se demande s'il a su rester un véritable enseignant aux yeux de ses élèves, la tension monte alors qu'il prépare un dernier geste, conscient que sa fin est proche. Soudain, une lueur étrange apparaît sur sa main, réveillant en lui un souvenir familier, intrigué et surpris, il se demande si ce phénomène pourrait être la manifestation de son propre pouvoir, alors que le monstre attaque, il semble prêt à utiliser cette nouvelle force pour se défendre. Une capsule s'ouvre soudainement, révélant une mystérieuse jeune femme nue aux bras mécaniques, le protagoniste, stupéfait, recule en s'exclamant, incapable de comprendre ce qu'il vient de voir. Le protagoniste découvre que la mystérieuse jeune femme dans la capsule est incomplète, son bras mécanique étant partiellement réparé, le système d'auto-restauration est bloqué à 65%, signalant l'absence de certaines pièces essentielles. Intrigué, il se demande alors si elle pourrait être un robot. Une lueur entoure la jeune femme tandis qu'un message indique la détection d'une compétence spéciale, son système de réparation se met en marche, et la restauration de son corps atteint rapidement 100%, le protagoniste observe, impressionné, cette transformation inattendue. Le protagoniste hésite un instant avant de décider d'insérer une pièce en forme d'étoile dans la machine. Dès que l'objet est placé, un message s'affiche, confirmant la détection des Valkyries par une énergie mystérieuse commence alors à se dégager de l'appareil, captivant totalement notre héros. Un immense loup musclé surgit soudainement, prêt à attaquer, tandis que le protagoniste recule, surpris et inquiet. En parallèle, un système commence un diagnostic sur la jeune femme, révélant une perte partielle dans ses circuits mémoriels. Le bilan final du diagnostic vient d'être achevé, dévoilant une nouvelle étape cruciale. Le système annonce le démarrage du modèle Valkyrie Android, code 04, nommé Brynhildr. Une aura lumineuse entoure la jeune femme, signe de sa mise en marche imminente. Son regard s'ouvre lentement, révélant une présence à la fois mystérieuse et puissante. Le loup massif fonce violemment, fracassant le sol sous son poids, forçant le protagoniste à se protéger en reculant précipitamment. Dans un même élan, Brynhildr active une arme spéciale, invoquant l'épée Valkyrie Excalivurne avec une détermination impressionnante. Son regard perçant traduit toute la puissance et la concentration de cette nouvelle phase du combat. La jeune femme, désormais éveillée, annonce calmement que le combat est terminé. Le protagoniste, encore sous le choc, écoute attentivement cette déclaration qui marque la fin d'une épreuve intense. 2 mois après la convocation, Mikazuki remarque que les cheveux du professeur ont poussé. Celui-ci avoue ne pas avoir eu le temps de les couper, et l'élève lui tend alors un élastique pour les attacher. Malgré ses hésitations, le protagoniste accepte ce geste amical, tandis qu'une autre personne exprime sa joie pour lui en secret. L'analyse des mémoires révèle que certaines parties du Valkyrie ont été endommagées depuis plus de 100 000 ans, une restauration via une compétence spéciale de réparation a été confirmée, et les données corrompues ont été réécrites avec succès. L'activation du code Android Valkyrie 04, Brynhildr, marque le début d'une nouvelle phase. Brynhildr s'adresse à notre héros avec assurance, prête à recevoir ses ordres. Le protagoniste, visiblement surpris, réalise l'ampleur de la situation qui vient de commencer. Le protagoniste, intrigué, demande à Brynhildr qui elle est réellement. La jeune androïde se relève lentement, révélant son identité en tant qu'épée fidèle de son maître. Elle affirme avec détermination qu'elle éliminera tous les ennemis de ce dernier et suivra chacun de ses ordres sans faille. Le protagoniste est complètement déconcerté en voyant Brynhildr lui promettre d'exécuter tous ses ordres. Il lui demande maladroitement si elle peut mettre quelque chose pour couvrir sa nudité. Sans hésiter, l'androïde commence à télécharger son équipement Valkyrie pour se vêtir. Le téléchargement de l'équipement Valkyrie est terminé, et Brynhildr demande à son maître ce qu'il en pense. Ce dernier, un peu gêné, lui répond que cela lui va très bien. La jeune androïde le remercie avec gratitude. Le protagoniste, intrigué, demande pourquoi Brynhildr se trouve ici et s'interroge sur ses ruines. Elle lui explique alors qu'il s'agit d'une installation de réparation pour androïdes, où ceux qui subissent de légers dégâts sont restaurés. Brynhildr confirme qu'elle fait partie de ces androïdes réparés dans ce lieu. Brynhildr révèle qu'elle est une androïde Valkyrie de combat rapprochée, la 4e d'une série de 7 modèles créés à ce jour. Elle explique également que cette technologie est inconnue dans ce monde. Le protagoniste apprend qu'il existe d'autres Valkyries comme elle, mais qu'elles ne parviennent pas à se synchroniser entre elles. Le protagoniste réalise à quel point la découverte de cet androïde aux spécifications exceptionnelles est incroyable. Il exprime son enthousiasme face à cette révélation. Ensemble, ils décident de quitter les lieux pour le moment.
Le protagoniste active la téléportation pour quitter l'installation de réparation des androïdes. Émerveillé, il imagine l'impact que Brynhildr pourrait avoir sur ses élèves s'il la leur présentait. Cependant, il se rappelle qu'il doit vite rentrer, car ses proches doivent s'inquiéter. Le protagoniste et Brynhildr se retrouvent soudainement dans un lieu inconnu, entourés par la nature. Intrigués, ils tentent de comprendre où ils ont atterri après la téléportation. L'analyse de leurs compagnons androïdes révèle une erreur, les empêchant d'atteindre directement la zone urbaine du royaume d'Ostérod comme prévu. Le protagoniste découvre avec surprise qu'un virus a infecté le dispositif de téléportation, modifiant considérablement les coordonnées. Il s'interroge alors sur l'efficacité de son pouvoir de réparation, tandis que Brynhildr lui explique que sa compétence actuelle ne peut réparer que les dommages extérieurs. Elle lui révèle qu'en améliorant son niveau, il pourra acquérir une nouvelle capacité capable de neutraliser les virus. Le protagoniste réalise que son pouvoir de réparation est encore trop faible pour éliminer le virus infectant le dispositif. Il décide alors de vérifier ses compétences grâce à l'anneau de capacité offert par Ashcroft Sensei. En découvrant une nouvelle information, il considère Brynhildr comme son arme personnelle. Le protagoniste demande à Brynhildr où il se trouve, mais elle lance immédiatement une recherche autour d'eux. Après analyse, elle annonce qu'aucune menace ou élément notable n'a été détecté dans un rayon de 300 mètres. Brynhildr précise qu'elle est un androïde spécialisé dans le combat rapproché, limitant ainsi sa capacité de détection. Le protagoniste, malgré l'incertitude de leur localisation, garde son calme et demande à Brynhildr de le prévenir à la moindre détection d'une autre présence. Brynhildr, fidèle, acquiesce sans hésiter. Ensemble, ils se préparent à avancer, prêts à affronter ce qui les attend. Le protagoniste et Brynhildr arrivent enfin au royaume d'Ostérod, marquant le début officiel de leur aventure. Malgré l'inconnu qui les attend, ils avancent avec détermination, prêts à affronter les défis à venir. Autour d'eux, la vie continue, mais leur destin vient de basculer. Le protagoniste, submergé par la culpabilité, pleure en tenant Shirozuke, se reprochant d'avoir échoué à le sauver. Une autre voix intervient fermement, rejetant cette responsabilité sur le protagoniste et affirmant que la situation est due à une erreur de jugement de Sensei. Malgré la tension, il demande au présent de ne pas blâmer le protagoniste. Un personnage s'emporte en défendant Sensei, soulignant qu'il a sauvé le chat de Mikazuki. Il refuse que cette action soit qualifiée d'erreur de jugement, rappelant que Sensei a risqué sa vie pour sauver un autre. Un personnage au regard grave affirme que la mort est la conséquence directe de cette décision. Malgré la douleur, il annonce qu'une nouvelle enquête des ruines aura lieu dans 2 semaines, avec l'espoir de récupérer les restes du défunt pour lui rendre hommage. L'annonce d'une nouvelle expédition dans 2 semaines surprend tout le monde. Certains s'interrogeant sur ce délai si long, on explique que le Minotaure est scellé dans la salle finale et qu'il mourra de faim d'ici là, évitant ainsi tout combat inutile. Cette décision repose sur le principe fondamental d'éviter les affrontements superflus. L'espoir fragile que Sensei soit encore en vie bouleverse le groupe, qui lutte contre l'émotion. Face à la gravité de la situation, la décision est prise de libérer tout le monde plus tôt aujourd'hui et de suspendre l'entraînement du lendemain pour permettre à chacun de se reposer. Le protagoniste avoue sa faiblesse face à la réalité du combat, réalisant que la véritable bataille était bien plus terrifiante et réelle qu'il ne l'avait imaginé. Dans un silence lourd, la terrible vérité est annoncée, Sensei est mort. Le groupe, figé, doit maintenant affronter cette douloureuse réalité. Le protagoniste, les larmes aux yeux, exhorte le groupe à devenir plus fort, affirmant que c'est la dernière leçon de Sensei. Il insiste sur la nécessité de s'entraîner pour affronter la mort comme Sensei l'a fait. Tous comprennent qu'ils doivent désormais devenir les héros dont Sensei serait fier. Le protagoniste demande à Brynhildr de trouver une source d'eau, tandis qu'elle explique qu'elle puise son énergie du soleil, mais peut aussi se nourrir comme un humain. Cette capacité est jugée pratique, et le héros se réjouit de pouvoir lui offrir de la nourriture. Le protagoniste interroge Brynhildr sur son passé et la raison de la création des androïdes comme elle, évoquant même la possibilité qu'ils soient les vestiges d'une civilisation ancienne. Brynhildr révèle alors qu'elle et ses sœurs ont été créées durant une période de guerre. Les humains ont créé plusieurs armes pour éliminer les androïdes, dont l'épée Valkyrie Excalivurne installée dans le protocole de Brynhildr. Elle explique que d'autres armes étaient présentes, mais ont été désinstallées avant qu'elles n'entrent dans le nanobloc de réparation. Pour les réinstaller, il faudrait explorer des installations aujourd'hui en ruine, là où elle était en sommeil. Le protagoniste envisage d'utiliser ses pouvoirs de réparation sur les ruines restantes. Brynhildr explique que cela pourrait lui permettre de récupérer une capacité perdue. Son regard se fait plus intense, comme si elle préparait quelque chose d'important.
Brynhildr évoque la possibilité de retrouver et de réveiller d'autres Valkyries comme elle laisse entrevoir l'existence d'anciennes sœurs, vestiges d'une époque révolue, qui pourraient encore être découvertes. Cette révélation ouvre une nouvelle piste pleine d'espoir pour le protagoniste. Le protagoniste réfléchit à la manière d'activer son pouvoir de réparation, admettant qu'il ne se souvient pas exactement comment il fonctionnait auparavant, il réalise que la description de son aptitude est trop vague et qu'il devra expérimenter pour en comprendre le potentiel. Malgré les incertitudes, il semble déterminé à avancer dans cette voie. Le protagoniste annonce à Brynhildr qu'il sera désormais sous sa protection, lui confiant son rôle de maître. Il exprime son intention de retrouver ses élèves et de comprendre où ils se trouvent, tout en cherchant d'autres personnes. Brynhildr accepte avec respect, prête à l'accompagner dans cette nouvelle étape. Après avoir marché pendant des heures, le protagoniste commence à ressentir les effets de la chaleur et craint un coup de chaleur. Brynhildr remarque que sa température corporelle augmente et lui indique qu'une source d'eau se trouve au nord. Malgré la fatigue, il décide de continuer vers cette source, espérant pouvoir se désaltérer. Le protagoniste, épuisé par la chaleur, s'appuie contre un arbre pour reprendre son souffle. Il s'excuse auprès de Brynhildr, lui annonçant qu'il a besoin de se reposer un moment avant de continuer. Malgré la fatigue, ses pensées restent tournées vers ses élèves et leur sécurité. Alors qu'il lutte contre la fatigue, Brynhildr s'approche soudainement et l'embrasse, le surprenant complètement. Le protagoniste, déconcerté, se demande ce qui lui arrive. Le protagoniste, surpris, réalise qu'il est en train d'embrasser Brynhildr, son esprit s'embrouille alors qu'il tente de comprendre ce qui vient de se passer. Le protagoniste se réveille en sursaut, surpris par la présence de Brynhildr. Elle lui explique que ses fonctions corporelles se sont détériorées, alors elle a décidé de lui administrer de l'eau purifiée et refroidie provenant de la source, pour réhydrater son corps. Encore abasourdi, il comprend enfin ce qui vient de se passer. Le protagoniste est encore sous le choc de l'instant précédent, son visage rougi trahit son embarras. Brynhildr, elle, semble indifférente à la situation et s'active à ses tâches. Pendant ce temps, elle annonce fièrement avoir abattu un oiseau en plein vol pour leur procurer de la nourriture. Le protagoniste savoure la viande rôtie avec enthousiasme, tandis que Brynhildr reste distante, refusant de manger. Elle explique qu'elle peut se nourrir autrement, utilisant la nourriture uniquement en cas d'urgence. Malgré son refus, il lui tend une part de son repas avec un sourire chaleureux. Le protagoniste savoure chaque bouchée avec émerveillement, trouvant la viande incroyablement tendre et juteuse. Il ne peut s'empêcher d'exprimer à quel point c'est la meilleure viande qu'il ait jamais goûtée, affirmant qu'il pourrait en manger sans faim. Brynhildr l'observe, toujours distante, tandis qu'il profite pleinement de ce repas inattendu. Le protagoniste se sent mieux après avoir mangé et propose de progresser avant la fin de la journée. Brynhildr a trouvé des traces d'autres personnes, ce qui pourrait les mener à un village. Grâce à l'argent qu'il lui reste, ils espèrent obtenir des informations et un repas en chemin. Soulagé, le protagoniste exprime son répit tandis que Brynhildr, attentive, l'appelle « Maître ». Elle lui révèle que leur recherche est terminée, mais annonce que le village qu'il cherchait est attaqué par des bandits. Cette nouvelle choque profondément le héros. La fête bat son plein, les hommes s'enivrent sans retenue tandis qu'une jeune femme est contrainte de servir les boissons. Au même moment, le chef du village est découvert, gravement blessé, provoquant un choc parmi les habitants. La tension monte alors que le chaos s'installe dans le village. La fille est violemment retenue par un homme, suppliant son père à l'aide tandis que celui-ci est attaqué sans pitié. La tension atteint son paroxysme alors qu'un autre homme, sournois, s'approche en évoquant une vache appartenant à la famille. Un homme au sourire sinistre brandit une torche, annonçant qu'il va cuisiner la vache de la famille sur le champ. Il menace ensuite les villageois, les désignant comme ses allumeurs, avant de s'élancer avec enthousiasme, prêt à allumer le feu pour un barbecue macabre. Soudain, une silhouette surgit et frappe violemment l'agresseur, le projetant en arrière. Notre héroïne déclare avec détermination le début de sa mission, éliminer tous les ennemis. Les villageois, stupéfaits, cherchent à comprendre qui a osé intervenir ainsi. Notre héroïne active une arme spéciale, déclenchant une transformation spectaculaire. Elle invoque l'épée Valkyrie Excalibur, prête à déployer toute sa puissance divine. Les villageois, paniqués, tentent de l'entourer, mais elle reste déterminée à accomplir sa mission. La guerrière s'élance dans les airs, son épée Valkyrie Excalibur brandie avec assurance, son regard est déterminé, prêt à abattre ses ennemis sans hésitation. Le moment décisif de l'élimination commence. La guerrière déchaîne toute sa puissance en déclenchant le pendragon à haut canon, une arme redoutable à ciblage multiple. Les villageois, terrifiés,
prennent la fuite en criant à la menace monstrueuse. Le combat entre la force divine et les bandits atteint un nouveau tournant décisif. Les projectiles du pendragon à haut canon fendent l'air, frappant les bandits avec une précision mortelle. La panique s'empare d'eux alors qu'ils sont violemment projetés en arrière, certains blessés grièvement. Notre héroïne, impassible, confirme leur élimination, tandis que les survivants regardent, terrifiés et impuissants. D'un coup précis et implacable, elle abat son dernier adversaire sans la moindre hésitation, son regard froid rappelle qu'elle est une machine, insensible à la vie humaine. Le combat est terminé, tous les ennemis ont été éliminés. Notre Gas réalise avec effroi que l'ordre principal était de sauver les villageois, peu importe la méthode employée. Tandis qu'il reprend ses esprits, la chevalière s'approche pour s'assurer de l'état d'une jeune femme terrifiée. Ils conviennent ensuite de parler d'abord aux villageois avant de chercher des ressources et des informations géographiques. Les villageois, encore sous le choc, supplient la chevalière de ne pas les tuer. Tremblant de peur, notre Gas s'avance alors prudemment, cherchant à savoir s'ils sont blessés. Face à leur méfiance, il explique qu'ils sont des voyageurs et souhaite simplement leur poser quelques questions. Le représentant du village, reconnaissant la chevalière et le protagoniste pour avoir sauvé les habitants, les invite à poser leurs questions mais insiste pour qu'ils partent immédiatement après. Notre Gas, un peu tendu, commence par demander où il se trouve exactement. L'homme explique alors que le village s'appelle Red Settlement et se situe à la frontière ouest du continent d'Astrod, surpris que les visiteurs viennent de Ledal, une ville à l'est. Notre Gas réalise que les noms du continent Astrod, du village Red Settlement et de la ville de Ledal ne lui sont pas familiers, ce qui le trouble. Pendant ce temps, il demande aux représentants du village s'ils pourraient leur fournir une carte, car il souhaite se rendre au royaume d'Ostérod. Une tension palpable s'installe alors que les villageois échangent des regards inquiets. Le royaume d'Ostérod est sous la domination du roi démon, Vanodan, un souverain immortel. Sa présence maléfique plane sur la région, symbolisée par un ciel sombre et des ossements entassés. Une figure royale et mystérieuse, peut-être une alliée ou une captive, accompagne cette révélation inquiétante. Notre Gas, stupéfait, réalise que le royaume d'Ostérod est gouverné par un roi démon. Une discussion s'engage sur le nombre exact de rois démons dans ce monde, révélant qu'il serait au nombre de 8, et non 7 comme il le pensait. Cette révélation ajoute une nouvelle couche de mystère et de danger à leur quête. Notre Gas doute des informations qu'on lui a données et se demande si le royaume d'Ostérod ne serait pas celui qui ment. Il s'interroge aussi sur les raisons pour lesquelles le pays du roi démon a convoqué les 30 élus. En proie à l'angoisse, il s'inquiète pour ses élèves et cherche à comprendre ce qui se passe réellement. Anastasia, commandante de la guilde des magiciens d'Ostérod, se présente devant la classe. Elle commence à expliquer que dans ce monde, il existe 7 rois démons, des entités puissantes qui règnent sur des pays avec une autorité absolue et imposent la peur par leur poigne de fer. Elle souligne aussi que les personnes nées avec un don représentent moins de 30% de la population, ce qui rend crucial le renforcement militaire face à la menace constante des rois démons. La commandante révèle que les rayons d'espoir proviennent d'un autre monde, invoqués grâce aux paroles d'un ancien prophète. Elle félicite les élèves pour leurs compétences exceptionnelles, suscitant leur enthousiasme et leur détermination. Notre Gas s'interroge avec hésitation un homme plus âgé sur la nature du royaume d'Ostérod. Ce dernier lui répond que c'est une nation militaire extrêmement puissante. Il ajoute cependant que leurs méthodes, mêlant expérience sur des humains avec drogue et sorcellerie, sont profondément immorales, bien qu'elles visent à créer des soldats magiquement renforcés. Notre Gas apprend que le royaume d'Ostérod utilise récemment des arts interdits pour invoquer des monstres aux capacités terrifiantes. Il commence à envisager que leur but pourrait être de contrôler ces créatures en les intégrant à leur armée. Cette révélation le pousse à réfléchir aux véritables intentions du royaume dans ce conflit. Notre Gas découvre que les citoyens de ce pays sont transformés en soldats enchantés, imprégnés de magie. Il apprend que ces soldats agissent en pilote automatique, obéissant aux ordres qu'ils suivaient de leur vivant, devenant ainsi des marionnettes des mages. Cette révélation le choque profondément, réalisant que leur vie est sacrifiée dès qu'ils subissent cette transformation. Notre Gas apprend que, malgré la domination d'un roi démoniaque, les habitants doivent continuer à vivre normalement pour commercer et communiquer. Sauf ordre contraire, ils mangent, font des courses et se saluent comme des gens ordinaires. Cette réalité choque profondément notre héros, qui peine à croire qu'ils ne sont en fait que des marionnettes artificielles. Notre Gas exprime son incompréhension face à cette situation où la vie quotidienne continue malgré la transformation des habitants en marionnettes magiques. Face à son questionnement, les villageois lui demandent fermement de quitter leur village. Conscient de la tension, notre héros accepte et demande néanmoins une carte avant de partir. Notre Gas découvre sur la carte une ville à l'est de leur position actuelle, appelée Ledal.
sa compagne lui suggère de se rendre d'abord à Ledal pour refaire le plein de provisions, avant de continuer vers le royaume d'Ostérode. Leur priorité est de rejoindre les étudiants au plus vite. Notre gars s'interroge sur leur avenir une fois arrivé au royaume d'Ostérode, réputé pour ses soldats enchantés par la magie. Pourtant, il doute des informations reçues, conscient que tout provient d'un seul villageois et qu'il manque de preuves solides. Une inquiétude grandit en lui face à ce qu'il pourrait réellement découvrir. Notre gars réalise avec horreur que les monstres invoqués par la magie interdite sont en réalité ses propres étudiants. Il comprend que le roi Vanauden est un roi démon, auquel tout le monde est soumis. Sous le choc, il s'interroge, mais qu'est-ce que c'est que ça? Notre gars s'interroge avec inquiétude, le royaume d'Ostérode serait-il un pays maléfique? Face à ses doutes, son interlocutrice reste prudente, expliquant qu'il n'y a pas assez d'informations pour tirer une conclusion définitive. L'incertitude plane alors sur le sort des étudiants et la nature réelle du royaume. Notre gars s'interroge sur les conséquences s'il révélait la vérité à ses étudiants, craignant pour sa vie. Il imagine le choc qu'ils auraient en apprenant que le royaume d'Ostérode est dirigé par un roi démon. Cette pensée le hante alors qu'il repense à la confiance que ses élèves lui accordent. Notre gars, submergé par le doute et la peur, avoue qu'il ne peut sauver ses étudiants seul. Alors qu'il se sent impuissant, une voix douce et rassurante lui assure que Brynhildr est à ses côtés. Cette promesse semble raviver un espoir nouveau en lui. Notre gars évoque Brynhildr, une arme ancienne et surpuissante créée grâce à une technologie avancée. Il cherche à comprendre si d'autres Valkyries comme elle existent, espérant trouver des alliés dans sa lutte. Selon ces données, il existerait 7 modèles différents de Valkyries, toutes conservées dans des capsules de maintenance disséminées à travers le monde. Notre gars envisage la possibilité de réveiller ces Valkyries, tout comme Brynhildr a été activé. Cette révélation ouvre une nouvelle piste d'espoir dans sa quête. La Valkyrie assure que grâce à la compétence de réparation du maître, il est possible de réveiller les autres modèles. Notre gars, confiant, comprend que ses propres talents pourraient suffire à restaurer ses armes anciennes. Il se convainc que s'il parvient à activer toutes les Valkyries, elles deviendront des alliés fiables, même si son ennemi est le royaume lui-même. Notre gars décide de ne pas retourner pour l'instant, conscient qu'il doit tout faire pour protéger ses élèves. Depuis 2 mois, le royaume d'Ostérode n'a pas encore tenté de transformer ses étudiants en marionnettes, se contentant de les guider et d'améliorer leurs compétences. Cette trêve fragile lui laisse un peu de répit pour agir. Notre gars réfléchit aux conséquences du sacrifice de vie des soldats enchantés et imagine qu'ils doivent d'abord atteindre leur plein potentiel avant d'être transformés. Il en déduit que ses élèves, tous dotés de compétences rares, sont probablement destinés à être poussés au maximum de leurs capacités. Convaincu, il décide de ne pas les négliger pour l'instant, conscient de leur valeur stratégique. Notre gars donne ses instructions à Brynhildr. La priorité est de collecter des informations sur ce monde. Il se fixe pour objectif de trouver et d'éveiller toutes les Valkyries endormies, tout en sécurisant une unité à lui. Le protagoniste aperçoit enfin la ville de Ledal. Après un voyage de 3 jours depuis le raid settlement, conscient du danger que représente son uniforme militaire du royaume d'Ostérode, il décide de changer de vêtements dès leur arrivée. Il prépare Brynhildr à agir de manière la plus humaine possible pour éviter d'attirer l'attention sur elle en tant qu'androïde. Le protagoniste demande à Brynhildr d'arrêter de l'appeler maître et préfère qu'elle l'appelle sensei, expliquant qu'il a l'air d'avoir le même âge que ses élèves. Il lui donne ensuite une consigne capitale, elle ne doit en aucun cas tuer des humains. Le protagoniste explique à Brynhildr que la meilleure façon d'éliminer une menace est de supprimer la cause du problème. Il lui demande d'avoir un cœur propre, insistant sur le fait qu'elle ne doit pas tuer aveuglément, même les personnes mauvaises, car tout s'arrête avec la mort. Le protagoniste réalise qu'il doit vraiment endosser son rôle de professeur auprès de Brynhildr. Cette dernière promet d'être plus clémente envers ses adversaires à l'avenir, montrant qu'elle a bien compris ses consignes. En parallèle, il réfléchit à une nouvelle approche pour lui apprendre à exprimer des émotions dans sa manière de parler, afin qu'elles paraissent moins mécaniques. Le protagoniste et Brynhildr arrivent dans la ville de Ledal, qu'il compare en taille au royaume d'Ostérode. En observant des passants, il se demande s'ils sont des aventuriers. Il décide ensuite d'acheter des vêtements normaux dans une boutique, tout en réfléchissant à vendre ses habits militaires pour gagner un peu d'argent, espérant que personne ne remarque leur origine. Le protagoniste entre dans une boutique d'armure où le vendeur l'accueille et lui demande ce qu'il cherche. Hésitant, il tente de vendre ses vêtements militaires, conscient qu'il doit paraître ferme pour ne pas se faire arnaquer. Soudain, le commerçant reconnaît les habits et s'interroge sur leur provenance, intrigué. Le commerçant détaille avec malice la qualité exceptionnelle de la robe enchantée, soulignant ses boutons en argent pur et le tissu fait de poils de sylvru, ainsi que les multiples enchantements.
dont un de métamorphose, il révèle que seuls les mages du royaume de Magicari, dirigés par un des rois démons, peuvent créer de tels vêtements. Le protagoniste, surpris, réalise l'ampleur du secret que cache sa tenue. Le protagoniste négocie le prix de la robe enchantée avec le commerçant, surpris par la valeur élevée de 150 pièces d'or, un ami lui offre un sac pour transporter l'objet, tandis qu'un autre réalise à quel point cette tenue est précieuse, n'ayant pas conscience de sa vraie valeur. Enfin, notre héros annonce son intention de rejoindre la guilde des aventuriers. Le protagoniste explique qu'il doit se rendre à un endroit précis, car les aventuriers, en voyageant à travers le monde, possèdent des informations qu'il n'a pas encore. Un aventurier plus âgé lui donne alors un conseil précieux. Pour sa première quête, il devrait s'adresser à un aventurier expérimenté, car dans cette ville, beaucoup sont bienveillants envers les novices. Le héros le remercie sincèrement. Le protagoniste et Brynhildr se présentent à la guilde des aventuriers pour s'inscrire. L'employé les accueille chaleureusement et leur tend un formulaire à remplir. Brynhildr est rapidement identifiée comme une épéiste de 16 ans sans compétences particulières, ce qui intrigue notre héros. L'employé confirme l'identité et la profession du héros, tout en découvrant qu'il possède une compétence rare appelée Repair. Elle l'informe alors qu'il est un porteur d'anneau, un aventurier doté d'une capacité spéciale liée à un anneau d'aptitude. Le protagoniste, intrigué, remet son anneau à l'employé pour finaliser son inscription. Le héros découvre un nouveau menu d'identification d'aventurier inscrit sur son anneau d'aptitude, où apparaît son nom, sa profession de professeur, et sa compétence rare Repair au niveau 1. L'employé lui explique qu'il peut ajuster la visibilité de ses compétences et que Brynhildr recevra une carte d'identification papier. Intrigué, il commence à s'interroger sur les types de quêtes disponibles. L'employé détaille les types de quêtes disponibles, comme l'extermination de monstres, la collecte d'herbes médicinales ou la protection de la ville. Le héros s'enquiert de l'existence de ruines autour de la ville, et elle lui révèle qu'il y a un lieu appelé le sanctuaire de Forius, mais qu'il est réservé aux aventuriers de rang F ou supérieur. Le protagoniste décide alors avec Brynhildr de commencer à accepter des quêtes des deux mains pour améliorer leur rang. Fatigué, le héros invite Brynhildr à se reposer un peu, lui conseillant d'adopter des habitudes plus humaines comme se détendre ou prendre une douche, mais elle refuse, affirmant ne pas ressentir le besoin de telles actions. Il sourit, lui rappelant que c'est justement ce qui fait leur humanité. Le héros confie à Brynhildr une mission, réfléchir à 10 raisons qui définissent ce que signifie être humain et les écrire. Pour l'aider, il lui prête un carnet et un stylo qu'il garde toujours sur lui, lui proposant de commencer son apprentissage de l'humanité en voyageant à ses côtés. Un jour, le héros imagine voyager avec ses élèves, partageant avec eux des moments précieux. Cette vision d'avenir laisse entrevoir un lien fort et des apprentissages communs. Brynhildr partage une révélation importante, affirmant que leur créateur utilisait la même capacité de réparation que leur professeur. Cette conclusion, tirée de fragments de ses souvenirs, semble bouleverser le héros. 2 semaines plus tard, dans les ruines antiques du royaume d'Ostérode, le groupe chargé de récupérer les restes d'Esawa est stupéfait de ne pas trouver le corps du professeur. Il s'interroge sur la signification de cette disparition mystérieuse, tandis que l'un d'eux se demande si Esawa aurait pu s'échapper. Le chef du groupe ordonne à tout le monde de quitter immédiatement la salle, suspectant que l'appareil trouvé pourrait être dangereux. Il décide de sceller les ruines et de retourner au château pour envoyer une équipe d'enquête officielle. Une jeune membre du groupe, paniquée, s'inquiète du sort d'Esawa, tandis que le chef rappelle qu'en l'absence de corps, ils ne peuvent pas affirmer qu'il est mort. Le chef du groupe décide de déclarer Esawa comme disparu plutôt que mort. Face à l'absence de corps, l'inquiétude se lit sur les visages des membres, partagés entre espoir et incertitude. Notre héroïne surprend un moment complice entre la princesse et le chevalier, ce qui la fait rougir. Le chat, intrigué, propose de lui montrer un endroit intéressant et lui demande de rester là un instant. Il active alors sa compétence spéciale, permettant de voir à travers ses yeux, pour explorer une pièce inconnue pleine de mystères. Notre héroïne découvre avec stupeur des machines étranges dans ce monde, remettant en question tout ce qu'elle croyait savoir. La princesse, intriguée, évoque la possibilité que Sensei ait fui grâce à un dispositif de téléportation. L'atmosphère devient lourde de mystères et de révélations inattendues. Le chevalier confirme que l'absence du corps du Minotaure pourrait s'expliquer par l'utilisation d'un dispositif de téléportation. Cependant, une infection virale dans le programme empêche de déterminer où Sensei aurait pu être téléporté. Notre héroïne s'interroge, partagée entre espoir et doute, sur cette possibilité que Sensei soit encore en vie. Le protagoniste aperçoit avec étonnement une jeune fille enfermée dans une capsule d'eau, entourée de câbles et de machines étranges. La princesse propose de laisser Sensei tranquille,
tandis que le chevalier reste perplexe face à cette découverte inattendue, une petite créature semble soudainement s'agiter, ajoutant une tension nouvelle à la scène. Le chevalier et la princesse échangent un regard grave, marqué par une tension palpable, le protagoniste, terrifié, sent le danger imminent en voyant un chat aux yeux glaciaux qui semble lié à lui, la créature rugit, exigeant la rupture du lien, tandis que notre héros panique face à la peur de la mort. 5 jours après leur départ du royaume d'Ostérode, dans la ville de Ledal, notre héros refuse de manger sauf en cas d'urgence, son compagnon insiste pour qu'il partage le repas avec lui, ce qui pousse le protagoniste à apprendre une nouvelle coutume, placer ses mains ensemble et dire merci pour la nourriture. Le compagnon demande à Brynhildr si la nourriture lui plaît, mais celle-ci s'excuse en expliquant qu'elle ne possède pas de sens du goût dans son programme. Comprenant cela, il accepte sa réponse avec un sourire. Maintenant équipés de leurs armes, le protagoniste propose de se rendre à la guilde pour accepter une mission. En arrivant, ils examinent les différentes quêtes disponibles, tandis que Brynhildr semble absorbé par les devoirs qu'il lui a confiés la veille. Notre ami se demande ce que Brynhildr pense de la notion d'humanité. Un membre de la guilde leur recommande une mission de récolte d'herbes médicinales, assurant qu'aucun monstre dangereux ne rôde dans les parages et que la réussite est garantie. Ce dernier propose même de leur apprendre les bases, reconnaissant qu'ils sont de nouveaux aventuriers. Un homme se présente comme Wed, le chef d'une équipe d'aventuriers de rang appelée Metal Edge. Intrigué, le protagoniste lui demande pourquoi ils ont été choisis, se demandant s'ils ont été observés la veille. Wed répond avec assurance qu'ils ont attiré son attention par leur présence remarquable. Les membres de la guilde sont immédiatement séduits par Brynhildr, la qualifiant de princesse adorable. L'un d'eux s'interroge même sur la matière de son armure, tandis que le protagoniste réalise à quel point elle est exceptionnellement belle. 3 nouveaux venus se présentent, Michel, Mena et Bergsan, un homme au regard dur. Ils expliquent que beaucoup de débutants sont mal préparés, mais qu'ils sont là pour les aider. Michel et Mena, volontaires de l'association de soutien aux débutants, proposent de leur apprendre les bases, depuis l'acceptation des quêtes. Notre ami reste méfiant, conscient qu'il ignore encore beaucoup de choses sur ce nouveau groupe. Un aventurier plus expérimenté conseille d'accepter les quêtes avec l'aide des vétérans. CJ se présente alors poliment à Brynhildr, prêt à lui venir en aide. CJ encourage Brynhildr à saluer les nouveaux venus. Elle répond avec grâce, demandant simplement à être appelée par son prénom. Malgré son apparente distance, on comprend qu'elle est absorbée dans ses pensées. Un aventurier explique à CJ les détails d'une quête de récolte de feuilles médicinales, précisant la quantité nécessaire pour la compléter. CJ remercie chaleureusement son interlocuteur, qui l'encourage à se détendre et à ne pas être si formel. Il se dirige ensuite vers un lieu idéal pour la cueillette, où CJ peut ramasser autant de feuilles qu'il le souhaite. Les aventuriers proposent de fêter la première réussite de quête de CJ en partageant un repas tous ensemble une fois la mission terminée. Cette ambiance conviviale rappelle aux protagonistes des souvenirs d'un passé où les liens étaient plus simples et sincères. Elle murmure avec une douce mélancolie le mot « humain », évoquant silencieusement la notion de « amitié », son regard semble perdu dans ses pensées, comme si ces mots résonnaient profondément en elle. Les aventuriers lèvent leur verre pour célébrer la première réussite de la quête de CJ dans une ambiance joyeuse et conviviale. Ils l'invitent à partager un repas dans le meilleur restaurant de Ledal, insistant pour que Brynhildr se joigne à eux. Notre ami, touché, observe cette scène où l'importance des repas semble symboliser un lien humain profond. Le groupe décide d'explorer des ruines, intrigué par l'idée qu'elles pourraient être les vestiges d'une civilisation ancienne. L'un d'eux évoque la possibilité de croiser les sœurs de Brynhildr ou de retrouver son équipement. Cette nouvelle aventure est aussi l'occasion pour le protagoniste de tester ses compétences. Le groupe discute des ruines qu'ils vont explorer, supposant qu'il s'agit peut-être du temple de Pholus. Bien que cela ne soit pas certain, ils évoquent la présence de monstres dans ces lieux et s'interrogent sur la nature des compétences de CJ, se demandant si elles sont orientées vers le combat. Une remarque humoristique rappelle qu'il est malpoli de demander directement les capacités d'un porteur d'anneau. Notre ami avoue que sa compétence est globalement inutile dans la vie de tous les jours, mais il sourit en constatant la gentillesse du groupe. L'un d'eux rappelle qu'il faut atteindre le rang F pour commencer à explorer les ruines, et promet de veiller sur eux jusqu'à ce moment. Ému, notre héros réalise combien il est heureux d'avoir des amis à ses côtés. La nuit est tombée sur le manoir alors que Brynhildr est interrogée sur ses devoirs. Elle avoue ne pas les avoir encore terminés, mais on lui assure qu'elle peut prendre son temps. En silence, elle médite sur la bonté des humains, une pensée qui la touche profondément. Notre ami affirme que les humains sont généralement bons, même s'il existe des exceptions. Brynhildr écoute attentivement,
tentant de comprendre cette notion de bonté humaine qui lui semble encore mystérieuse. Notre ami explique que la bonté humaine repose sur un lien, une connexion entre les personnes. Il insiste sur le fait que si l'on est gentil avec les autres, ils le seront en retour, créant ainsi une relation mutuelle de bienveillance. Brynhildr écoute, touchée par cette idée nouvelle pour elle. Notre ami explique que les tâches du jour consistent à réparer le toit et à nettoyer les rues. Il insiste sur l'importance pour les aventuriers de consolider leur base dès le début de leur carrière. Pendant ce temps, une conversation s'engage à propos d'informations sur le royaume d'Ostérod. La discussion s'oriente vers le royaume de Magicari, que certains perçoivent comme un pays trouble, bien que peu en connaissent vraiment les détails. Une jeune femme explique que, malgré son règne par le roi démon, Magicari diffère profondément d'Ostérod. Elle décrit ce royaume comme une grande nation axée sur la magie, réputée pour son ordre public et son attractivité touristique, attirant souvent des aventuriers à la recherche de magiciens talentueux. 5 jours plus tard, le protagoniste décide de se rendre au royaume de Magicari pour obtenir davantage d'informations. Après avoir accompli une mission, lui et Brynhildr célèbrent leur montée en grade, passant du rang G au rang F, ce qui leur permet enfin d'enquêter sur des ruines. Notre ami rappelle que la promesse était de les soutenir jusqu'à ce qu'ils atteignent le rang F. En guise de gratitude, Wed, Berg, Michel et Mena s'inclinent respectueusement, remerciant chaleureusement pour tout ce qu'ils ont appris. Leur mentor leur assure avec un sourire qu'ils les accompagneront jusqu'au bout, sans souci. Le lendemain, le groupe arrive au temple de Pholus, situé à 2 heures de marche de la ville de Ledal. Notre ami explique qu'il souhaite simplement mener une enquête pour tester ses compétences. Curieux, ses compagnons l'interrogent sur ses intentions tandis qu'il commence à examiner les murs du temple. Brynhildr émet l'hypothèse que le temple pourrait être une installation destinée aux androïdes, voire une usine de fabrication. Notre ami capte une faible transmission venant des sous-sols, ce qui laisse penser qu'une partie du lieu est encore en activité. Ils envisagent la possibilité que cette installation soit vieille de plusieurs centaines de milliers d'années. Notre ami s'interroge sur le niveau technologique incroyable de cette ancienne civilisation. Malgré les doutes de ses compagnons, il assure qu'il n'y a aucun danger à poursuivre l'exploration. Enthousiasmé, il propose d'aller au niveau le plus bas du temple, certains qu'ils y découvriront quelque chose d'intéressant. Notre ami remarque que le temple est étonnamment bien éclairé malgré son emplacement souterrain, probablement grâce à des murs émettant une lumière tamisée. Arrivé au niveau le plus bas, il réalise que ce lieu ressemble aux ruines du royaume d'Ostérod. Soudain, une voix inconnue leur ordonne de ne pas bouger, plongeant l'atmosphère dans la tension. Un homme armé et sûr de lui exige que CJ lui remette un sac contenant une grosse somme d'argent. Pris au dépourvu, CJ réalise que seul lui et Brynhildr connaissaient l'existence de cette somme, et il s'inquiète pour la sécurité d'une fille. La tension monte alors qu'il est sommé de céder rapidement le sac. CJ intervient avec détermination, criant à l'homme de ne pas toucher à Brynhildr. Sous la pression, il accepte finalement de remettre le sac, espérant ainsi protéger la jeune fille. La tension atteint son paroxysme alors que la situation devient explosive. Alors que CJ est violemment projeté en arrière, l'agresseur jubile, trouvant les novices bien trop faciles à manipuler. Ses complices s'emparent du sac et envisagent de s'emparer aussi de l'épée de Brynhildr, qui reste immobile, impassible face à la situation. L'agresseur révèle qu'il a attendu le moment opportun pour récupérer l'objet. Précautionneux face aux capacités inconnues du porteur de l'anneau, il attaque soudainement CJ, affirmant que son pouvoir n'a rien à voir avec le combat. Pendant ce temps, Brynhildr reste impassible, tandis que ses complices insistent pour récupérer l'argent rapidement. L'agresseur menace directement CJ, prêt à le tuer sans hésitation. Il explique que personne ne s'est jamais intéressé à ces ruines abandonnées, et que leur mort passerait inaperçue. CJ, choqué, réalise qu'il a été trahi par ceux qu'il croyait être ses amis. L'agresseur confirme que CJ est le seul à croire en leur amitié, révélant que leur seul intérêt a toujours été son argent. Le protagoniste revit alors en un éclair des souvenirs où ses amis semblaient sincères, réalisant l'ampleur de la trahison. Une voix s'élève, posant une question directe aux complices de CJ, étaient-ils vraiment ses amis? Elle leur reproche leur manque d'intérêt sincère, soulignant qu'ils n'ont jamais cherché à créer un véritable lien avec lui. Malgré leurs apparences de gentillesse, le doute et la tension montent alors que cette accusation résonne. L'agresseur se moque ouvertement de l'idée de lien véritable, affirmant qu'il ne s'intéresse qu'à l'argent de CJ et de son complice. Il explique que pour qu'un lien existe, il faut que les deux parties soient sur un même niveau, ce qui n'est pas leur cas. Une tension palpable s'installe alors qu'une silhouette masquée pointe un couteau vers une jeune femme, dénonçant la relation inégale entre le chasseur et la proie. Les émotions négatives humaines comme la cupidité,
la trahison et la ridicule sont mises en lumière, soulignant leur rôle inévitable dans la nature humaine. Brynhildr affirme que ces sentiments font aussi partie de ce qui définit l'humanité. Le protagoniste, visiblement surpris, entend son appel. Brynhildr passe à l'action avec une rapidité fulgurante, assénant un coup puissant qui projette son adversaire en arrière. La jeune femme, déterminée, annonce qu'elle va les immobiliser, prête à protéger ce qu'elle défend. La tension monte alors que le combat s'intensifie. Le protagoniste riposte avec une force dévastatrice, brisant tout sur son passage. Sa détermination éclate dans chaque coup porté, provoquant la colère de son adversaire. La tension atteint son paroxysme alors que le combat devient de plus en plus féroce. Dans un élan de puissance, Brynhildr assène un coup décisif qui projette violemment son adversaire en arrière. L'impact est si fort que le sol se brise sous la force du choc. Sa détermination à protéger ses alliés se manifeste avec une intensité inébranlable. Le protagoniste, tremblant de peur, menace de tuer son adversaire tout en essayant de se défendre. Brynhildr, calme et déterminée, explique que selon ses données, personne ici n'est véritablement ami avec Sansei. Elle révèle que les émotions négatives humaines ont conduit à la création des Valkyries, soulignant la gravité de la situation. Le protagoniste hurle avec une intensité déchaînée, sa voix résonnant dans l'espace tandis qu'il déchaîne toute sa puissance. L'atmosphère est chargée d'une énergie explosive, soulignant l'ampleur de son émotion et de sa détermination. Brynhildr, toujours sérieuse, souligne la propension humaine à la trahison. Son regard perçant reflète la gravité de ce constat, renforçant la tension ambiante. Le protagoniste, dans un ultime élan, déclare que ce qu'il s'apprête à faire est sa réponse finale au devoir. L'intensité de son acte est palpable, annonçant un tournant décisif dans le combat. Le protagoniste hurle sa douleur avec une intensité brutale, incapable de contenir la souffrance qui le submerge. Chaque cri résonne comme l'expression d'un combat intérieur aussi violent que physique. L'urgence de la situation pousse ses alliés à appeler à la fuite immédiate, cherchant à éviter une issue fatale. Le protagoniste et Brynhildr se précipitent en avant, déterminés malgré la gravité de la situation. Leur puissance impressionne et effraie, au point qu'ils sont qualifiés de véritables monstres. L'urgence de leur combat est palpable, chaque mouvement témoignant de leur force hors norme. Brynhildr tend la main avec douceur, s'enquérant de l'état du protagoniste. Malgré la tension, un moment de calme s'installe, chargé de réflexion profonde. Le protagoniste, résolu, annonce qu'il est prêt à remettre son devoir, marquant une étape cruciale dans son parcours. Le protagoniste partage ses observations sur les humains, soulignant leurs émotions complexes, leur curiosité et leur fragilité. Il explique que, il y a 100 000 ans, les humains ont créé les Valkyries pour détruire les androïdes, motivés par des émotions négatives comme la trahison. Notre héroïne admet que les humains possèdent effectivement un côté sombre. Un silence chargé de gravité accompagne cette révélation, soulignant la complexité de la nature humaine. Le protagoniste exprime son souhait que Brynhildr découvre le côté bienveillant des humains. Il insiste sur le fait qu'elle n'est pas qu'une simple arme, mais qu'elle possède des émotions, qu'il a pu percevoir au fil de leur voyage ensemble. Le protagoniste exprime sa profonde gratitude, remerciant sincèrement pour avoir été sauvé. Brynhildr, attentive, comprend que les humains manifestent leur reconnaissance après avoir reçu de l'aide. Cette leçon sur la gratitude marque un moment important dans leur échange. Le protagoniste, malgré un léger malaise, refuse de suspendre l'enquête et insiste pour continuer. Pressé par l'urgence, il analyse l'entrée du temple, supposant que celui-ci a été construit bien après la structure souterraine. Confiant, il décide d'utiliser ses compétences pour tenter d'ouvrir la porte en activant une capacité de réparation. Le protagoniste pose sa main sur la porte, concentré pour activer sa capacité de réparation. Après un moment de silence, la porte s'ouvre lentement, confirmant que le code d'accès est validé. Il réalise alors qu'il doit être en contact direct avec l'objet pour utiliser son pouvoir, ce qui limite son usage à courte distance. Le protagoniste découvre que ce lieu est une usine de fabrication destinée à la production en masse des androïdes de type Jack. Malgré la restauration partielle de l'installation, seule la source d'énergie semble fonctionnelle, tandis que les androïdes n'ont pas encore été activés. Il invite ses compagnons à rester vigilants et à signaler toute découverte utile. Le protagoniste active sa capacité de réparation sur un androïde endommagé, observant les pièces se reconstituer comme si le temps reculait. Cependant, il constate que la rouille et certains dégâts persistent, car il ne peut pas créer de nouvelles pièces pour remplacer les composants manquants. Il comprend que ce pouvoir diffère de l'auto-restauration automatique du Nanobot 18 qui avait réparé son bras.
Le protagoniste analyse les limites de sa capacité de réparation, il ne peut agir que sur des objets en contact direct, réparer uniquement si les composants sont présents, et ne peut pas créer de pièces manquantes, il décide alors de l'utiliser sur tout ce qu'il trouve pour progresser. Le protagoniste remarque avec enthousiasme que son niveau de compétence en réparation vient de monter, débloquant une nouvelle capacité de suppression de la rouille. Une femme lui présente un appareil de reconnaissance humain endommagé, lui demandant expressément de le réparer. Il se concentre alors pour activer son pouvoir et commencer la restauration de l'objet. Le protagoniste découvre que l'objet réparé est un appareil de reconnaissance doté d'une intelligence artificielle, nommée Aracti, qui ressemble à une chouette. En plaçant un bracelet terminal, il active l'appareil, qui peut désormais obéir à ses ordres et possède des fonctions avancées comme le camouflage, l'enregistrement et la collecte sonore. Impressionné, il reconnaît l'utilité de cet outil. Le protagoniste met Brynhilde en garde contre la possibilité d'une vengeance de la part de Wade, il conseille de quitter le Dahl au plus vite, tout en exprimant une inquiétude plus profonde qu'il n'a pas encore dévoilée. Le protagoniste confie à Aracti une mission importante, se rendre en ville pour recueillir des informations précises, il veut découvrir toute la vérité qui se cache derrière les événements récents. 2 jours plus tard, le protagoniste estime que leurs préparatifs sont suffisants pour le voyage, même s'il regrette de ne pas pouvoir s'offrir un cheval à cause du prix trop élevé. Brynhilde propose alors de porter le matériel à sa place. Avant de quitter la ville, il confie à Brynhilde qu'il souhaite se rendre quelque part en particulier. Alors qu'il quitte la ville, une présence inattendue interrompt leur départ, provoquant une réaction de surprise chez un homme. Le protagoniste affirme connaître la raison de sa venue, laissant planer un mystère lourd de conséquences. Aracti, le robot hibou, est présenté comme une machine capable de se recharger grâce à l'énergie solaire. Tout comme Brynhilde, il possède une fonction d'auto-entretien utilisant des nano-unités, ce qui lui permet de fonctionner sans limite de temps. Le protagoniste s'émerveille devant cette technologie impressionnante, tandis que l'oiseau mécanique s'envole dans le ciel. Notre gars s'entre avec détermination, affirmant qu'il est certain que son interlocuteur connaît la raison de sa présence. Derrière lui, une jeune femme en armure l'accompagne, prête à soutenir sa démarche. Face à eux, un homme plus âgé semble surpris et inquiet. Notre gars accuse directement l'homme plus âgé d'être complice de Wade, révélant qu'il a vendu son uniforme militaire dans cette boutique. Il l'accuse d'avoir sciemment facilité le vol de leur or en escroquant les nouveaux aventuriers. L'homme, pris au piège, est mis face à ses responsabilités. Notre gars révèle qu'il a mené sa propre enquête pour comprendre l'affaire en profondeur. Il décrit ensuite un manteau enchanté, précisant que sa valeur réelle dépasse largement les 1000 pièces d'or, insinuant ainsi une tromperie flagrante. L'homme plus âgé, déstabilisé, tente de réagir mais reste sans voix. Notre gars accuse l'homme plus âgé d'avoir vendu le manteau enchanté à un prix dérisoire, pensant le tromper. Il révèle aussi que ce dernier a demandé à la troupe de Wade de récupérer les 200 pièces d'or qu'il lui avait initialement versées. Face à ces preuves, l'homme est acculé, tandis que le protagoniste reste déterminé. Notre gars souligne que dès le début, quelque chose clochait. Bien que des armes et équipements défensifs soient en vente, aucun ne lui a été conseillé. Il rappelle les paroles de l'homme plus âgé, qui prétendait que les nouveaux aventuriers pouvaient toujours compter sur l'aide des vétérans de la ville. Notre héros révèle alors qu'il a été appelé par la troupe de Wade, ce qui l'a conduit à croire leurs mensonges. L'homme plus âgé feint l'ignorance, niant toute transaction avec le protagoniste et prétendant ne pas connaître la troupe de Wade. Face à l'accusation, il réagit avec colère, affirmant qu'il ne sait rien et qu'il n'a jamais entendu parler de ce groupe. Notre gars reste incrédule devant ce déni total. Notre gars utilise une chouette mécanique pour revoir les informations recueillies. Il découvre que les corps de la troupe de Wade ont été retrouvés à la lisière de la forêt, près de la ville de Dahl. Cette révélation renforce la gravité de la situation. Notre gars, les larmes aux yeux, avoue que la troupe de Wade a été dévorée par des monstres, subissant une mort atroce. L'homme plus âgé, bouleversé, reste sans voix face à cette terrible vérité. Notre gars réalise que la troupe de Wade a tenté de le tromper. Malgré cela, il reconnaît qu'ils leur ont appris ce que signifie être un aventurier. Il admet aussi qu'ils les ont aidés dans leur demande. Notre gars avoue que la mort des 4 personnes est directement liée à lui et à Brynhilde. Malgré son déni, il commence à comprendre la gravité de sa responsabilité dans cette affaire. L'homme plus âgé, avec insistance, rappelle au protagoniste l'importance de l'équipement pour un aventurier et lui conseille d'acheter une armure chez eux. Notre gars, visiblement affecté, se lève pour partir en murmurant un adieu silencieux.
Notre gars confie à Brynhildr qu'il a tiré une leçon importante de cet incident, il réalise que dans ce monde, la trahison mène inévitablement à la mort. Brynhildr, inquiète, lui demande s'il est vraiment prêt à accepter cette vérité. Notre gars affirme que se battre pour protéger ce qui est important n'est pas une mauvaise chose, mais il rappelle qu'il existe une limite que les humains ne doivent jamais franchir. Il soupçonne que quelqu'un a trompé des innocents sans qu'ils ne comprennent la situation, et que cette personne continuera probablement ses actes. Déterminé, il conclut que c'est une faute qu'il ne pourra jamais pardonner. Notre gars révèle qu'il pourrait faire éclater la vérité en menant un interrogatoire, mais il précise que cela est déjà en cours. Brynhildr, intrigué, l'interroge sur la situation tandis qu'ils avancent ensemble, cherchant à savoir où se trouve Arakti. Un homme au sourire narquois annonce que les aventuriers qu'il a engagés sont morts, ce qui le réjouit car il n'a plus à les payer. Il est confiant, assurant que personne ne pourra jamais prouver qu'il est derrière cette affaire. L'homme révèle qu'il a déjà revendu le manteau enchanté en secret pour 1200 pièces d'or, réalisant ainsi un bénéfice de 1000 pièces, malgré la perte des 200 pièces d'or qu'il avait avancées. Il s'en amuse et reste confiant. Soudain, un forgeron furieux surgit, exigeant des explications. Le groupe découvre une projection magique montrant l'homme au sourire narquois en pleine conversation. Stupéfait, ils s'interrogent sur la nature de cette magie et reconnaissent le vendeur de la boutique d'armure. L'atmosphère devient tendue alors que les révélations s'accumulent. L'homme avoue avoir escroqué un aventurier débutant pour obtenir ce manteau enchanté, qu'il revend ensuite avec profit. Il révèle avoir déjà engagé d'autres aventuriers pour récupérer l'argent avancé. Son visage s'illumine d'un sourire cynique tandis qu'il explique qu'il ne peut s'empêcher de continuer à arnaquer les aventuriers. Le forgeron furieux accuse directement l'homme au manteau d'avoir escroqué plusieurs aventuriers, y compris lui-même. La tension monte alors que le groupe exige des explications immédiates. Le regard du vendeur trahit son trouble face à ces accusations. Notre gars demande à Brynhildr si elle possède quelque chose d'important à protéger. Elle répond avec émotion que la chose la plus précieuse pour elle, celle qu'elle protégerait au prix de sa vie, c'est lui, son sensei. Une complicité tendre s'installe entre eux, renforçant leur lien. Notre gars décide d'emmener le groupe dans la forêt pour offrir une sépulture digne à la troupe de Wed. Brynhildr, ému, accepte cette décision avec respect et dévotion. Une atmosphère solennelle s'installe alors qu'ils s'apprêtent à honorer la mémoire de leur compagnon tombé. Notre gars accueille chaleureusement Arakti, l'appareil de reconnaissance issu d'une ancienne civilisation. Il songe qu'avec cet allié, il pourrait surveiller discrètement les étudiants du royaume d'Ostérod, mais la distance reste un obstacle trop important. Notre gars annonce que leur prochaine destination sera le royaume de Magicari, insistant sur l'importance de recueillir des informations sur ce nouveau monde. Brynhildr acquiesce avec respect, prête à suivre ses directives. Pendant ce temps, une conversation plus légère éclaire une facette inattendue du sensei, révélant ses habitudes étranges pendant son sommeil. Un mois après la disparition d'Ezawa, la vie reprend doucement au royaume d'Ostérod, où les étudiants viennent de terminer leur cours d'histoire. Pourtant, Shion est troublée par des événements qu'elle a vus la nuit précédente et sent qu'elle doit en parler à ses camarades. Soudain, quelqu'un l'interpelle, attirant son attention. Anastasia Sensei remarque l'inquiétude de Shion et lui demande ce qui ne va pas. Soulignant son teint pâle, elle l'encourage à ne pas perdre espoir, rappelant que les recherches pour retrouver Ezawa Sensei continuent. Elle conseille à tous de se concentrer sur leur cours et leur entraînement en attendant des nouvelles. Shion refuse de croire à la version officielle selon laquelle Ezawa Sensei aurait fui par un portail de téléportation. Elle confie avoir découvert des choses qu'elle n'aurait jamais dû voir dans cette pièce, remettant en question toute cette histoire. Notre gars réalise que la machine et la fille dans l'eau lui appartiennent. Soudain, Ashcroft Sensei apparaît, interrompant ses pensées. Une tension palpable envahit l'atmosphère. Ashcroft Sensei ordonne à Akane et Shion de se rendre sur le terrain d'entraînement. Akane, visiblement inquiète, explique que Shion ne se sent pas bien, ayant perdu l'appétit à force de s'inquiéter pour Ezawa Sensei. Elle demande alors la permission pour que Shion puisse prendre un peu de repos. Ashcroft Sensei insiste pour que Shion aille se reposer dans sa chambre. Malgré sa fatigue évidente, elle accepte avec gratitude, soulagée de pouvoir enfin prendre un moment pour elle. Le regard intense du professeur laisse planer une atmosphère lourde de non-dits. Shion, allongée sur son lit, confie à son chat ses doutes et ses peurs. Elle réalise que Torajiro ne reviendra pas et qu'elle ne parvient plus à se reconnecter à lui. Submergée par l'angoisse, elle se sent terrifiée par Ashcroft Sensei et les autres professeurs. Submergée par la peur, elle avoue à voix haute que rester ici lui semble terriblement dangereux. Son chat, d'un air mystérieux, lui répond qu'elle devrait alors partir. Surprise, elle le regarde,
cherchant à comprendre ce conseil inattendu. Le chat lui conseille alors de quitter cet endroit dangereux, il lui suggère de retrouver le sensei qu'elle aime tant, s'il est vraiment encore en vie quelque part, et de lui demander de l'aide. Cette idée semble soudainement éveiller une lueur d'espoir chez elle. Le chat insiste pour que Shion ne rompe jamais leur lien, peu importe où elle ira, il lui promet que lui et Torajiro resteront toujours ses amis fidèles. Émue, elle accepte cette promesse, trouvant un réconfort dans cette connexion précieuse. Hésitante, elle se demande si elle doit parler de tout cela à ses camarades, mais doute qu'ils la croient, elle décide finalement qu'elle doit chercher Sensei seule, convaincue que lui seul pourra l'aider. Déterminée, elle se jure de retrouver son Sensei coûte que coûte, sa mission est claire, convaincre celui qu'elle aime tant de venir sauver tout le monde. Cette résolution marque un tournant décisif dans son combat. Le protagoniste est déterminé à retrouver Sensei, convaincu qu'avec son aide, ils pourront sauver tout le monde. Malgré la fatigue, elle puise dans les compétences acquises lors de son entraînement pour avancer, chaque pas la rapproche de son objectif, même si le chemin reste ardu. Mikazuki Shion révèle ses compétences de Feline Master, maîtrisant l'agilité et la vision nocturne d'un chat. Grâce à son pouvoir Catwalk, elle gagne en rapidité et en précision, prête à surmonter tous les obstacles, son énergie féline la propulse avec détermination vers son but. Le protagoniste révèle avec fierté sa vitesse exceptionnelle, un secret qu'elle n'a jamais partagé. Cette capacité unique est son atout majeur, son véritable atout maître. Elle s'élance avec assurance, prête à dépasser tous ses adversaires. Déterminée, elle décide d'abord de fuir le royaume d'Ostérode avant de se diriger vers une nouvelle destination. Grâce à un plan subtil, elle a réussi à subtiliser une carte précieuse à la bibliothèque, révélant les différents royaumes. Au nord, le royaume des vampires, au sud, les royaumes du désert et de la mer, et à l'ouest, le royaume des bêtes. Un mélange d'émotion et de nostalgie traverse son regard, tandis qu'elle murmure le nom de son Sensei. Sous la lumière éclatante de la pleine lune, elle exprime son profond désir de le revoir bientôt, une promesse silencieuse qui guide ses pas dans la nuit. Les loups attaquent férocement, mais Brynhilde riposte avec une précision et une force impressionnantes, tranchant l'un d'eux d'un coup net. Son agilité et sa maîtrise du combat impressionnent même les spectateurs, qui reconnaissent son talent exceptionnel. Le protagoniste demande à Brynhilde de lui apprendre à manier l'épée, mais elle refuse, expliquant qu'elle ne possède pas de module d'enseignement. Malgré tout, elle lui promet de le protéger coûte que coûte. Conscient qu'il pourrait être obligé de se battre un jour, il accepte la situation avec un sourire, tandis qu'il décide de camper sur place pour la nuit. Brynhilde révèle qu'elle est incapable d'utiliser la magie, qui à son époque ne pouvait être maniée que par les androïdes ennemis. Le protagoniste, surpris, s'interroge sur l'origine de ce pouvoir et réalise que les humains n'ont peut-être pas été les premiers à maîtriser la magie. Le protagoniste réfléchit aux recherches humaines visant à reproduire la magie, sans comprendre comment les humains modernes ont finalement réussi à la maîtriser. Il se demande alors s'il pourrait lui aussi apprendre à utiliser ce pouvoir, en voyant que certains élèves y parviennent en plus de leurs compétences. Cette idée le surprend, tout comme la révélation que la magie semble accessible à tous. Autrefois, dans le royaume d'Ostérode, notre héros ne pouvait qu'exercer et perfectionner ses compétences sans vraiment apprendre la magie. Aujourd'hui, il réalise que le royaume de Magikari est une véritable puissance en matière de magie et se demande s'il pourrait lui aussi être initié à cet art. Pendant ce temps, Brynhilde annonce fièrement avoir attrapé un poisson, proposant de le cuisiner ensemble pour le repas. Après avoir cuisiné ensemble le poisson fraîchement pêché, le protagoniste et Brynhilde savourent leur repas dans une ambiance détendue. Le temps semble s'être écoulé rapidement, et Brynhilde réalise soudain qu'ils sont partis de Redal depuis environ 5 jours. Alors qu'ils avancent prudemment, Brynhilde avertit notre héros avoir détecté 2 présences approchant. L'une est un monstre, l'autre un humain. Cette révélation surprend le protagoniste, qui se prépare à faire face à cette nouvelle menace. Soudain, un énorme monstre surgit en hurlant, fonçant droit sur Brynhilde. Notre héros, les yeux grands ouverts, se prépare à réagir face à cette attaque soudaine. Brynhilde bondit avec puissance, frappant violemment le monstre qui fonçait sur elle. Le protagoniste observe, prêt à intervenir, tandis que la créature est violemment repoussée. La détermination de Brynhilde est palpable, elle ne laissera aucune menace s'approcher. Brynhilde assène un coup puissant qui terrasse instantanément le monstre. Sans perdre de temps, elle annonce que la capture est terminée et invite le protagoniste à repartir. Ce dernier, encore surpris, tente de la retenir un instant. Le protagoniste s'inquiète et demande si elle va bien. La sorcière, souriante et un peu gênée,
explique qu'elle ramassait des herbes médicinales dans la forêt quand elle a accidentellement découvert un nid de contes verts. Malgré les mésaventures qui s'enchaînent, elle garde son humour et sa bonne humeur, ce qui déroute légèrement notre héros. Une jeune sorcière nommée Kuton se présente comme une nouvelle élève à la Royal Academy of Magic du royaume de Magicari. Le protagoniste, Seiji, se présente à son tour, expliquant qu'il est à la fois enseignant et aventurier, accompagné de Brynhildr. Kuton semble surprise de ne pas connaître l'académie, ce qui intrigue notre héros. Le protagoniste réfléchit à la magie avec intérêt, ce qui ne passe pas inaperçu. Kuton, tout excité, lui propose alors de partir ensemble pour le royaume de Magicari, où se trouve la plus grande académie de magie et centre de recherche du royaume. Elle lui rappelle que tous les magiciens en herbe rêvent d'y être inscrits. Kuton remercie chaleureusement notre héros pour l'avoir sauvé et lui propose de lui enseigner la magie durant le voyage. Elle avoue ensuite avoir perdu ses affaires et admet qu'il lui serait impossible de rentrer seul. De son côté, le protagoniste confirme qu'ils doivent l'accompagner jusqu'à sa destination. Le protagoniste refuse catégoriquement de laisser Kuton rentrer seul, affirmant qu'ils iront tous ensemble au royaume de Magicari. Tout joyeux, Kuton exprime son enthousiasme, tandis que Brynhildr les accompagne en arrière-plan, prêt à débuter leur voyage. Le protagoniste apprend que Kuton est une élève boursière de l'académie, reconnue pour ses compétences. Elle révèle avoir souvent été sollicitée par des aventuriers pour rejoindre leur groupe, mais elle refuse car elle n'a même pas encore terminé sa première année. Impressionné, notre héros découvre une facette encore plus prometteuse de Kuton. Kuton confie qu'elle s'est inscrite à l'académie de magie par admiration pour le directeur, ce qui lui permet, en tant qu'élève d'honneur, de rencontrer directement de nombreux aventuriers. Intrigué, le protagoniste demande qui est ce directeur. Le décor s'ouvre alors sur une imposante bâtisse, symbole de l'académie. Le directeur de l'académie se révèle être une figure énigmatique et puissante, la reine de la nuit Nachtigall, l'une des 8 redoutables, seigneur démon. Son aura majestueuse et mystérieuse impose le respect et la crainte.